Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer des cartes du monde et leur mise en relation est aussi importante que le contenu de chacune. Je vais essayer de vous expliquer cette mécanique de l'économie mondiale, structurée par les flux commerciaux, les flux financiers, les flux de personnes et de données et l'augmentation du nombre des villes dans le monde. Finalement, les concentrations que tout cela induit. Car nous devons avoir d'autres instruments pour saisir ce qui sous-tend de façon permanente et discrète les rapports de force mondiaux. Voici une carte montrant les régions les plus riches du monde. Les États-Unis et le Canada, les pays de l'Union européenne, au Moyen-Orient, Israël, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis, en Asie, le Japon et la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan et Brunei, et enfin dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Riche, cela veut dire un revenu annuel moyen par habitant de plus de 15 000 € en parité de pouvoir d'achat. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Afghanistan ou au Burkina Faso, il est de environ 900 € par personne et par an. Or, ce revenu moyen dans les zones riches augmente nettement depuis les années 80, mais l'augmentation est plus due à l'augmentation du volume du commerce et des capitalisations boursières qu'aux investissements productifs. Regardons pour commencer les principales organisations d'intégration régionale. En Europe, c'est l'Union européenne, en Amérique du Nord, l'ALENA, en Amérique du Sud, le Mercosur, en Asie, l'ASEAN. Ces marchés communs, fondés sur des zones de libre-échange, se sont partiellement substitués aux alliances stratégiques. Et aujourd'hui, mon allié stratégique peut aussi être mon concurrent commercial. C'est exactement le cas entre les États-Unis et l'Europe. Et plus encore qu'hier, le commerce est une force structurante des relations internationales. Si on regarde les flux du commerce de marchandises et de services, on voit qu'ils se concentrent entre nos trois pôles de richesse, l'Union européenne, l'Asie et l'Amérique du Nord. Depuis les années 80, l'augmentation en valeur du commerce mondial est supérieure à l'augmentation du produit intérieur brut mondial. Conséquence, nos pays n'ont fait qu'accroître leur dépendance vis-à-vis du commerce, et cette liberté de commerce est d'ailleurs tellement vitale que c'est bien par un embargo commercial qu'on tente de soumettre un pays comme la Serbie ou l'Irak lorsque leurs dirigeants refusent de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité. Et si en 1995 on a décidé de la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est précisément parce que ce champ des relations internationales, depuis la fin du conflit Est-Ouest, ouvre sur des négociations les plus dures et les rapports de force les plus tendus. Je pense notamment aux relations États-Unis-Union européenne, à propos de l'aéronautique civile par exemple, des subventions à l'agriculture, des brevets, des OGM. Donc, rapport de force entre puissances commerciales. Mais aussi rapport de force lié à la redistribution des richesses. C'est bien cette question de la redistribution que posaient les contre-sommets de Seattle, de Gênes ou de Cancun. La contestation que soulèvent les règles imposées par l'OMC sur les échanges révèle des tensions entre États, mais aussi des tensions entre les États et leur société civile. Maintenant, deuxième rapport de force, les flux financiers. Indiquons les principales places boursières sur la carte du monde. Ces flux financiers ont eux aussi beaucoup augmenté ces 20 dernières années. Il y a les flux spéculatifs qui relient en permanence les marchés de Tokyo, Francfort, Londres, New York, avec un chiffre d'affaires quotidien sur le marché d'échange qui s'est multiplié par 6 entre 1995 et 2000. Il y a aussi les flux circulant par le biais des banques, des entreprises, des multinationales. C'est ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Ces flux sont aujourd'hui environ 30 fois plus importants qu'en 1975. Et enfin, il y a les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ce sont des places financières où les dépôts sont peu fiscalisés, où les intérêts servis sont élevés et qui bénéficient de la déréglementation des marchés financiers. Alors tout cela, évidemment, attire les capitaux. Ces capitaux sont discrets, leur volume est donc par définition difficile à évaluer, mais ce volume est considérable. En tout cas, licites ou non, ces flux sont susceptibles de déstabiliser en quelques heures des régions entières, comme l'Asie du Sud-Est en 1997 ou l'Argentine en 2001. Et ils échappent au contrôle des États et à leur législation.
D'ailleurs, on voit bien que depuis la montée en puissance d'Al-Qaïda, on mesure mieux que ces paradis fiscaux servent parfois au transit des fonds du terrorisme et des mafias. Alors on ne peut prétendre lutter contre le terrorisme sans réglementer les paradis fiscaux. Donc, les flux commerciaux, les flux financiers, licites ou non. Maintenant, regardons la mobilité des hommes et des données. Voici les 20 aéroports les plus fréquentés au monde. Londres, Tokyo, Chicago, New York, qui enregistrent chacun plus de 80 millions de passagers par an. C'est la baisse du coût des transports aériens qui a permis aux hommes de se déplacer de plus en plus facilement, de plus en plus vite et de plus en plus loin. Mais cette nouvelle carte de flux nous montre que ce sont toujours dans les mêmes zones que les déplacements ont lieu. À la circulation des biens et des hommes s'ajoute aussi la circulation des données, donc celle des idées. Voici un graphique indiquant l'augmentation, en professionnel, en individuel ou par les cybercafés, du nombre d'internautes dans le monde entre 1996 et 2002. Vous voyez, la courbe de progression est étonnante, mais comme pour le transport aérien, la majorité des personnes connectées sont en Amérique du Nord, en Europe occidentale, au Japon et en Corée du Sud, qui est le pays le plus connecté au monde. D'autres régions bénéficient de la délocalisation des services bancaires ou comptables. Ainsi, de plus en plus de comptabilités des compagnies du Nord sont faites au Sud, par exemple en Tunisie ou en Inde. Mais tout est relatif, car dans les pays du Sud, encore faut-il avoir un ordinateur, encore faut-il avoir l'électricité. D'ailleurs, à votre avis, quel est le pourcentage de la population mondiale reliée à Internet en l'an 2000 ? Eh bien, même pas 10%. 9,7% de la population mondiale exactement a accès à Internet. C'est tout de même très peu. Mais avez-vous bien remarqué, depuis le début de cette émission, nous n'avons consulté que des cartes de flux et jamais des cartes de lieu, de territoire. Or, il y a un phénomène majeur aujourd'hui, c'est qu'un homme sur deux vit dans les mégapoles, soit 3 milliards d'individus. En l'an 2000, 30 villes dépassaient 5 millions d'habitants. Depuis Tokyo et ses 29 millions d'habitants, Mexico avec 18 millions, Hong Kong avec 8 millions d'habitants. Ces mégapoles accumulent croissance et richesse et parfois une forme de puissance supérieure à celle de nombreux États. Et avec les phénomènes que nous venons de décrire, baisse du coût des transports, accroissement des flux financiers, circulation rapide des données et de l'information, on aurait pu s'attendre à une nouvelle répartition des richesses, donc de la population mondiale. Après tout, ces nouvelles technologies s'affranchissent justement des contraintes de la géographie physique et des frontières politiques. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui se passe. Pour circuler, les flux ont besoin de centres d'impulsion, de contrôle, de réseaux croisés d'entreprises pouvant s'articuler à des services dans les secteurs de la finance, de l'assurance, de l'innovation, du conseil, de la publicité ou de la sécurité, et que seules les grandes villes peuvent proposer. La concentration que cela représente en hommes, en données, en mémoire, est un risque majeur pour les sociétés, pour les entreprises, pour les assurances, risque terroriste ou risque sismique. Et pourtant, les mégapoles attirent une part toujours plus grande de la population mondiale. Voilà, c'est à peu près ainsi que marche la mondialisation. Nos cartes soulignent en creux les pays qui vivent hors du temps mondial et montrent en même temps que la géographie de la richesse reste toujours la même. Il y a dans le concept de mondialisation une sorte de survalorisation, une mythification qui touche aussi bien ceux qui participent à la mondialisation que ceux qui en sont exclus. Cela relativise de toute façon l'approche des relations internationales par le jeu des seuls États. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mondialisation n'est pas mondiale, elle n'est pas pour tout le monde. Si vous voulez approfondir ces notions complexes, je vous conseille vivement de lire le livre de Laurent Carouet, Géographie de la mondialisation. C'est édité chez Armand Collin. C'est très utile parce que ça arrange bien les concepts et les idées, et c'est une approche qui est faite avec beaucoup de rigueur. La revue Hérodote aussi a consacré un numéro sur la géopolitique de la mondialisation, plusieurs articles et plusieurs éclairages.
Et puis Gérard Chaliand vient de publier un atlas du nouvel ordre mondial. C'est édité chez Robert Laffont, donc beaucoup de cartes sur ces phénomènes mondiaux. Vous pouvez retrouver tous ces titres sur le site du dessous des cartes, arte-tv.com/ddc.